Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur LXCore ou, comme il était connu plus tôt, sous le nom de Perforce. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, en fait, c'est on va parler des concepts de base du contrôle de version ou du subversioning en anglais, donc du dépôt de copie de la copie de travail local, etc. Ensuite, on va parler d'LXCore ou Perforce en tant que tel, donc comment obtenir le logiciel client à la maison, par exemple, comment se connecter, comment récupérer le projet. Ensuite, on va parler de la manière qu'on peut ajouter un fichier ou modifier un fichier à l'intérieur du dépôt. Et ensuite, toutes les autres fonctionnalités utiles, donc des façons de travailler qui sont plus pertinentes à l'intérieur d'une manière de travailler en contrôle de version. Donc, d'abord, quels sont les concepts de base du contrôle de version ou du subversioning? D'abord, le contrôle de version utilise une base de données centrale qui va contenir tous vos fichiers avec leur historique complet. Cette base de données-là est appelée le dépôt. Elle est sauvegardée sur les serveurs à Montréal. Le dépôt fournit le contenu au logiciel client de contrôle de version comme Perforce sur demande. Donc, en quelque part, ça fonctionne un peu comme Google Disk, par exemple, ou Dropbox, au sens où on peut envoyer quelque chose sur un serveur en quelque part et on peut aller le rechercher. En fait, on peut le distribuer avec d'autres personnes, donc le partager. La différence fondamentale entre du subversioning et quelque chose comme du cloud storing, c'est que c'est nous qui vont contrôler quand on va soumettre ou aller chercher des nouvelles versions. Tandis que, par exemple, avec Dropbox ou Google Disk, dès qu'on fait une sauvegarde, c'est automatiquement sauvé comme la dernière version sur le cloud et c'est envoyé à tous les ordinateurs qui sont connectés avec. Pour la majorité des fichiers, comme des textes, etc., même des images, c'est pas très grave parce que on fait pas souvent des grandes modifications et si oui, on veut toujours avoir la dernière version de toute façon. Lorsqu'on fait des projets qui sont un peu plus, disons, consistants, comme un jeu vidéo par exemple, il peut arriver souvent qu'on va faire une modification en pensant que ça va fonctionner, mais ça brise le jeu en entier. Donc, si on avait fait une sauvegarde et que ça avait été distribué à tout le monde, ben là, plus personne peut travailler jusqu'à ce que le problème qu'on a causé soit réglé. Donc, le sous-versionnement, en fait, le versionnement, je pense, en français, ou le contrôle de version, en tout cas, ça fonctionne pour qu'on puisse aller chercher une version, une genre de copie de travail qu'on va voir plus loin, et ensuite éviter que tout le monde soit affecté par les erreurs qu'on peut potentiellement faire. Donc, justement, en parlant de la copie de travail locale, chaque développeur a sa propre copie locale sur son PC. On peut aller récupérer la dernière version à partir du dépôt pour y travailler localement sans affecter les versions des autres développeurs. Une fois que vous êtes satisfait avec vos modifications, vous pouvez les soumettre ou les livrer vers le dépôt. Une copie de travail ne contient pas l'historique du projet, mais elle va conserver une copie des fichiers tels qu'ils existent dans le dépôt avant que vous commencez à faire des modifications. Ça signifie que ça va être facile de vérifier quels changements vous avez fait et c'est aussi facile, si jamais vous avez fait des modifications avec lesquelles vous n'êtes pas content, de tout simplement les enlever, donc de revenir à la version que vous aviez téléchargée. Donc, dans le fond, l'idée générale du sous-versionnement, c'est que on peut partager des fichiers, mais seulement lorsqu'on est satisfait avec les modifications qu'on a fait. Donc, si on veut une espèce de vue d'ensemble de la situation, on peut imaginer le dépôt et donc le serveur qui va pouvoir aller chercher et qui va pouvoir aller mettre des choses sur le dépôt. Les logiciels clients, ce sont dans le fond, ou les SVN clients, c'est le logiciel que je vais vous montrer un peu plus tard. Dans le fond, on appelle ça un logiciel client, c'est-à-dire ce qui est utilisé par les utilisateurs communs, là, qui sont pas les programmeurs, qui vont directement dans coder le serveur en tant que tel. Et évidemment, même s'il y a juste un dépôt et donc juste un serveur, il peut avoir une multitude de copies de travail local. Donc, chacune des personnes qui a accès au serveur devrait avoir une copie de travail local qui vont, dans le fond, mettre à jour lorsqu'ils vont travailler de façon régulière. Comment on fait pour accéder à LXCore? En fait,
On va y aller en 2 étapes. La première étape, c'est pour avoir le logiciel client LXcore à la maison. La raison pour laquelle on passe par celle-là avant de la manière de se connecter à l'UQAT, c'est simplement qu'on peut assumer que cette étape-ci est déjà faite lorsque vous travaillez sur les postes de l'UQAT. C'est-à-dire qu'on a déjà été chercher le logiciel client déjà installé sur les postes. Mais c'est un logiciel client qui est gratuit. En fait, vous avez qu'à aller à l'URL perforce.com, vous cliquez sur Download, qui est en haut complètement de la page. Parmi toutes les possibilités, vous pouvez trouver Helix Visual Client P4V. C'est impossible, pas impossible, mais c'est important d'avoir ce titre-là directement. Là, il y a plusieurs trucs qui ressemblent un peu à ça avec des codes différents. Assurez-vous que c'est Helix Visual Client P4V dans la liste. Vous cliquez dessus et là, dans le fond, vous allez avoir une page de téléchargement dans laquelle vous allez devoir simplement dire c'est quoi les caractéristiques de votre ordinateur pour recevoir le bon fichier. Donc, le logiciel client, celui qui va chercher et qui dépose les fichiers sur le dépôt, est disponible pour Windows, Mac et Linux. Vous avez simplement, une fois que vous avez choisi toutes les caractéristiques, cliquez sur Download et ensuite, vous avez simplement à installer le logiciel. Une fois que vous avez le logiciel client LXcore à la maison et ou si vous utilisez les postes informatiques de l'UQAT qui ont déjà le logiciel client installé, vous avez simplement à aller dans le menu démarrer ou dans Spotlight, là, peu importe la façon que vous trouvez vos logiciels sur votre ordinateur et vous avez qu'à chercher P4V. Donc, ça sera pas Xcore Client truc, là, cherchez pas ça. Ça va s'appeler tout simplement P4V. Pourquoi? Je sais pas. Ça a l'air que c'était trop compliqué de donner un titre qui était reconnaissable. Ça va avoir l'icône que vous voyez en bleu, là, ici, l'espèce d'hexagone. À ne pas confondre d'ailleurs avec P4V Admin qui va vous emmener complètement ailleurs, là, et qui va probablement être aussi installé sur votre poste. Ensuite, une fois que vous l'avez démarrer, vous pouvez vous connecter avec les informations suivantes. D'abord, assurez-vous d'être à l'onglet Remote Server, pas l'onglet Personal Server. Normalement, il devrait être là par défaut. Dans Serveur, vous pouvez écrire ssl2.perforce.ucat.ca2.1666 qui, à ma connaissance, devrait être déjà là. Si vous travaillez ici, sans ça, vous pouvez simplement l'écrire directement et à la maison, il devrait se souvenir de votre serveur. C'est un logiciel qui est fait pour être utilisé de manière constante, fermé, ouvert. Ensuite, dans le user, vous pouvez utiliser votre nom d'utilisateur pour vous connecter au poste informatique de l'UQAT ou à Symbiose. Donc, c'est le même que pour vous loguer in partout. Ensuite, vous pouvez laisser Workspace vide pour l'instant. Et après avoir appuyé sur OK, on va vous demander un mot de passe. Un mot de passe, c'est le même mot de passe que vous utilisez pour vous connecter au poste informatique de l'UQAT ou de Symbiose. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est d'aller récupérer le projet, mais avant même d'aller récupérer le projet, il faut d'abord prendre une décision. C'est-à-dire qu'il va falloir créer un dossier local vide sur votre ordinateur directement. Donc, si vous utilisez les postes de l'UQAT, vous avez donc un choix, comme vous le savez, soit entre aller chercher la version et le mettre sur le disque Z. Le disque Z vous suit partout, peu importe où vous vous connectez dans le centre. Dès que vous vous connectez, en fait, vous avez accès à votre Z directement. C'est aussi celui auquel vous avez accès à partir de la machine virtuelle. Donc, si vous allez sur le serveur d'application et que vous allez voir dans vos documents, vous allez voir, en fait, tout ce que vous avez mis sur votre Z, même si vous êtes à partir de la maison. Ou le disque D, c'est-à-dire le disque physique de l'ordinateur. Donc, d'un côté, le disque Z, c'est plus flexible. Donc, par la suite, vous pourrez travailler sur le poste de votre choix sans avoir besoin de télécharger tout ce qui se passe sur Perforce à chaque fois. Donc, évidemment, n'oubliez pas que c'est quelque chose qui, au début, va être très rapide. Donc, ça peut vous sembler pas très pertinent comme avantage, mais vers la fin, ça peut prendre quand même pas mal de temps à aller chercher le projet. Donc, aller télécharger tous les
tous les modèles, tous les versions du jeu, etc., qui sont partagées sur Perforce. D'un autre côté, et ça c'est l'inverse du même avantage, le projet peut devenir très très lourd, donc ça va occuper probablement une bonne partie de l'espace que vous avez qui vous est alloué. À l'inverse de ça, vous pouvez utiliser aussi le disque D. D'abord, ça vous permet de travailler plus rapidement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage temporel lié au réseau, mais vous devrez toujours utiliser le même poste. Évidemment, si vous le téléchargez dans le local sur tous les ordinateurs qu'il y a là, normalement, c'est où tous les ordinateurs que vous pouvez potentiellement utiliser. Donc, techniquement, on devrait vous assigner des places. Vous ne devriez pas bouger trop souvent. C'est fort possible que, dans le fond, vous n'ayez pas à le retélécharger à chaque fois. Et même s'il y a 2 personnes de votre équipe qui s'échangent le poste, vous allez pouvoir réutiliser ce que l'autre personne a téléchargé la dernière fois. Donc, vous ne partirez pas de zéro lorsque vous mettez le projet à jour. À l'inverse de ça, assurez-vous de toujours livrer vos modifications avant de partir parce que les laboratoires peuvent être sujets en tout temps à des modifications par le service informatique, y compris, dans le fond, s'ils ont besoin de réinstaller quelque chose sur le disque ou s'il y a un problème qui est lié à la machine, ils peuvent wiper le D au grand complet. Ça veut dire que vous allez avoir besoin de retélécharger tout votre projet rendu là, mais ça veut aussi dire que toutes les modifications que vous aviez faites sans les avoir commis avant de partir, ils vont être disparus. Donc, des avantages, des inconvénients d'un côté comme de l'autre. Je vous laisse à ce moment-là choisir ce qui vous semble le plus pertinent. Ensuite, à partir de cet endroit-là, vous avez créé un dossier vide. Là, tout simplement, vous l'avez nommé comme vous voulez, probablement le nom du projet ou le nom le cycle du cours, peu importe ce qui va vous sembler le plus simple. Et ensuite, dans le fond, on va aller directement dans Perforce pour créer un workspace dans ce dossier vide-là. Donc, une fois que vous êtes à l'intérieur de Perforce, vous pouvez aller dans le menu Connexion et garder le nom du nouveau workspace tel quel ou donner-lui un nom qui est mémorable. Et ensuite, vous pouvez vous choisissez New Workspace. Et dans l'interface de ce nouvel espace de travail-là, donc de ce New Workspace-là, vous avez juste à changer l'emplacement de la racine du dossier pour un dossier de votre choix, donc celui que vous venez de créer. Ensuite, pour faire ça, vous avez juste à cliquer sur Browse à côté du champ Workspace Root, puis choisissez où vous voulez, dans le fond, que votre copie de travail se trouve sur votre poste. Ne faites pas OK à ce point-ci. Il faut faire juste une autre petite modification en dessous. C'est-à-dire que par défaut, tous les dossiers du serveur sont sélectionnés. Si vous devez sélectionner seulement une partie du contenu du serveur, ce qui arrivera probablement s'il y a plusieurs projets qui partagent un même serveur, vous devez modifier le mapping du workspace. Donc, ce que vous voyez en bas, là, ou en fait ici sur le côté, vous voyez Depot Tree. Et là, j'ai juste fait un exemple. Dans le fond, c'est le nom du serveur du projet final. Et à l'intérieur, dans le fond, il va y avoir certains dossiers qui vont avoir le nom de chacun des projets. Là, je les ai appelés équipe 1, équipe 2. Il va y avoir plus que... En fait, on va commencer à 10 équipes. Donc, il va y avoir plusieurs points là, ici, plusieurs dossiers différents que vous allez pouvoir choisir. Donc, pour être sûr d'avoir juste les fichiers qui ont rapport à votre équipe directement, d'abord sélectionnez l'espèce de racine, donc le nom du serveur lui-même. Cliquez sur Exclude Selected from Tree. Donc là, ça va mettre des X en fait partout à côté des équipes comme à côté du projet final. Ensuite, cliquez sur le nom du dossier directement que vous choisissez. Donc, si vous êtes dans l'équipe 1, par exemple, vous avez juste à cliquer sur équipe 1 et ensuite, vous avez simplement à cliquer sur Include Selected for Workspace Mapping. Donc, c'est l'icône avec le signe d'addition vert. Et là, il va avoir le dossier spécifique. Donc, par exemple, dans le cas de mon exemple, équipe 1, qui va être avec un petit checkmark vert, alors que le serveur en tant que tel et équipe 2 devrait avoir un X
X à côté pour pas qu'on aille le télécharger. Donc, dans le fond, je vais faire maintenant un petit exemple rapide de comment tout ça fonctionne. Bon, c'est-à-dire que là, lorsque vous allez arriver dans Perforce, vous allez voir ici que, en fait, tout ça va apparaître devant vous. Là, normalement, tout ce que vous avez à faire, c'est justement aller sur Connexion, faire New Workspace. Et là, c'est apparu dans le mauvais écran, je vous le ramène. Donc, vous pouvez changer le workspace name et ensuite aller chercher le root, là, donc là où vous voulez mettre l'endroit. Si vous voulez, vous pouvez le changer en cliquant sur Browse. Et ensuite, dans le fond, vous avez simplement aller dans le mapping ici. Donc, on a les mêmes équipes que tantôt. Donc, si je veux être sûr de ne pas prendre tout, je vais, dans le fond, le retirer. Là, vous voyez ici, ça, c'est Exclude et ça, c'est Clear. On ne veut pas clearer, on ne veut pas enlever des choses. On veut juste exclure, dans le fond, du mapping. Donc, je prends celui qui a un moins, pas celui qui a un X, celui qui a un moins. Et là, en cliquant dessus, vous voyez qu'il y a des petits X qui arrivent sur le côté. Parce qu'évidemment, c'est pourquoi faire ça simple? Un moins, un X, pèse pas sur le X, puis ça donne des X. Ensuite, si je fais partie de l'équipe 1, j'ai juste à sélectionner équipe 1 ici. Et là, je reviens pour Include Selected Workspace Mapping. Et là, je clique dessus. Et là, comme vous voyez, bon, on ne voit pas très bien, là, mais ici, dans le fond, maintenant, j'ai un petit checkmark vert, tandis que le reste est encore avec les X. Donc, lorsque je vais cliquer sur OK, ça va créer un workspace à l'intérieur en fait, du dossier que j'ai mis ici en haut. Là, je ne le ferai pas parce que c'est déjà fait dans mon cas. En fait, si je viens ici, on va le voir sur le côté, ce qui se passe à l'intérieur de mon... avec des titres de fichiers qui font plein de bon sens. Comme vous voyez, je fais juste frapper sur mon clavier ou écrire des mots pas de bon sens. Donc, on revient à la présentation pour un peu plus de détails. Donc, la première chose que vous allez vouloir faire, en fait, c'est mettre le projet à jour. C'est-à-dire que, dans le fond, là, vous avez fait le setup général de comment est-ce que vous voulez, où vous voulez que les fichiers soient téléchargés. Maintenant, il va falloir aller chercher les fichiers en tant que tels. Donc, dans l'interface générale de Perforce, un peu c'est ce que je viens de faire, en fait, là. Cliquez sur, sélectionnez l'onglet Workspace d'abord, et non pas Dépôt, parce que Workspace et Dépôt, là, comme je vais juste vous le remontrer ici. Ça, c'est dépôt. Donc, ça, c'est ce qui se passe sur le dépôt de manière générale. Mais là, ce qu'on veut, c'est être sûr. En fait, on travaille avec notre workspace. Donc, on veut savoir qu'est-ce qui se passe là directement sur notre ordinateur. Et là, vous avez qu'à cliquer sur la ligne du haut. C'est là, probablement, c'est écrit No Workspace Selected. Là, je l'ai déjà changé avant de vous en parler. Puis, choisissez le nom du workspace, en fait, de votre espace de travail, qui va probablement inclure votre nom d'utilisateur, si vous l'avez pas changé, ou en tout cas le nom mémorable qu'on a mis tout à l'heure. Et une fois que ça c'est fait, vous avez juste à cliquer sur Get Latest, donc qui est un bouton qui est dans le ruban. Donc si je retourne ici, dans le fond, là j'avais le choix entre tous ceux-là. Ça c'est ce workspace-ci que je vais utiliser. Et là dans le fond, dès que je vais cliquer sur ce que je veux mettre à date, dans mon cas c'est équipe 2. Donc c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur des fichiers du dossier de mon équipe. Et ensuite je clique sur Get Latest qui est ici, qui va aller chercher tout ce qu'il y a à l'intérieur. Là, je vais le faire. Là. On a vu quelques petites modifications qui ont été faites. Ensuite, si je veux ajouter un fichier ou faire une modification dans un fichier. Dans le fond, pour ajouter un fichier, vous avez qu'à le placer d'abord dans le dossier qui contient votre workspace à l'endroit approprié. Ensuite, de retour dans Perforce, vous avez qu'à cliquer sur Refresh, le premier bouton du ruban, et vous devriez pouvoir retrouver votre nouveau fichier dans les dossiers à droite de votre workspace. Ensuite, sélectionnez le nouveau fichier en tant que tel ou le dossier qu'il contient, et puis appuyez sur le bouton Add qui est dans le ruban en haut ou Mark for Add dans le menu contextuel si vous faites un clic droit sur le fichier ou sur le dossier. Alors, vous pouvez choisir la change list par défaut. On va parler des change lists un peu plus tard, mais c'est pas très important. Et ensuite, vous avez qu'à valider puis soumettre le fichier.
Donc, comment ça va fonctionner tout ça? Dans le fond, on voit déjà, bon, ça, je suis dans History, on va regarder les files. Normalement, c'est ça la vue que vous devriez avoir de ce côté-ci. Donc, en fait, le bouton Add est ici. Donc, là, ici, dans le fond, c'est un fichier que j'ai déjà. Alors, si mettons, je veux créer un nouveau fichier, tout ce que j'ai à faire, c'est, bon, mettons que ça va être un nouveau Access. Que je veux, de toutes les sortes de fichiers sur lesquels j'aurais pu tomber par hasard. Et je vais l'appeler nouveau pour pouvoir le retrouver facilement. Donc là, je suis en fait, à l'endroit où je voulais... en fait, là où j'ai installé mon workspace, là, on retrouve dans le fond mon dossier blabla et mon Word, ça. Donc maintenant, j'ai aussi, dans le fond, une base de données nouveau qui est ici. Donc si je vais là, je vais mettre sur équipe 2, je vais mettre refresh et là, vous voyez que ma nouvelle base de données est apparue ici sur le côté. Donc si je veux la rajouter, je peux simplement cliquer sur Add. Et là, bon, c'est arrivé en dehors de l'écran comme d'habitude. Et là, je peux choisir la change list que j'ai. On va en parler tantôt, mais laissez-le à default. Là, c'est beaucoup plus simple. Et là, vous voyez qu'il y a un petit plus qui est apparu sur le côté. Là, ce qui va nous rester à faire, évidemment, c'est de soumettre le bouton qui est ici. Mais on va en parler dans quelques instants. Donc, le checkout, qu'est-ce que c'est? En fait, étant donné que les fichiers qui sont sous contrôle de version sont partagés avec tout le monde qui travaille sur le même projet, on doit éviter de travailler sur les mêmes fichiers que nos collègues en même temps. Sinon, on va avoir 2 ou plusieurs versions d'un même fichier. Chacun va contenir des modifications différentes. Il y a certains fichiers qui peuvent être fusionnés, comme les fichiers de code, par exemple, mais c'est beaucoup plus simple de ne pas travailler sur la même chose en même temps. Donc, si vous n'avez pas fait attention, c'est fort possible qu'au moins une personne devra recommencer son travail. Ceci étant dit, en utilisant Perforce, en fait, ça vous impose un mode de travail pour éviter le travail en double qui s'appelle le checkout. Faire un checkout, c'est un peu comme emprunter un fichier à l'intérieur du dépôt, un peu comme un livre à une bibliothèque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 personnes qui peuvent emprunter le même livre en même temps, si on veut continuer avec cette espèce d'allégorie-là. Donc, pour faire un checkout, d'abord, assurez-vous que vous avez la version la plus récente du fichier. Vous pouvez faire un get latest sur le dossier qui contient ou sur le projet en entier, peu importe. Donc, essayez de ne pas checkouter quelque chose que vous n'êtes pas sûr que c'est la dernière version pour être sûr que en fait, ça fonctionnera pas de toute façon, mais un bon mode de travail serait de tout le temps faire get latest avant de essayer de faire un checkout. Ensuite, vous sélectionnez le fichier qui va être à modifier, vous faites un clic droit, puis vous choisissez Checkout ou Checkout and Open. Si vous avez juste un seul fichier emprunté, ça va non seulement faire le checkout, mais en plus, ça va l'ouvrir. On vous demandera de décrire les changements que vous souhaitez faire dans une change list. On verra à la prochaine diapositive c'est quoi une change list, mais vous pouvez utiliser la liste par défaut pour l'instant, donc vous ne serez pas obligé d'écrire les changements immédiatement. Une fois votre travail terminé, vous avez juste à valider vos changements avec la version en cours du dépôt, puis à soumettre les changements en question. On verra comment faire ça dans quelques diapositives. Donc, dans le fond, avant de parler de la change list. Donc, par exemple, ici, si je me ramasse et que je décide que je veux faire des changements dans ça. Je fais juste simplement cliquer dessus. Là, je pourrais aller faire checkout directement ici, mais je peux aussi faire checkout and open à partir de ça ici. Là, ici, bon, comme d'habitude, ça me demande dans quelle change list je veux la mettre. Je choisis d'y aller par défaut. Et là, vous le voyez pas, mais sur mon autre écran, il y a Word qui est en train d'apparaître. Et là, dans le fond, je vous l'amène ici. Ça, c'est le contenu de ça, qui est aussi du garbage. Et là, je peux écrire un nouveau texte en dessous. Et ensuite, je le sauvegarde, etc. Là, s'il y a quelqu'un d'autre qui essayait de prendre le fichier à ce moment-là, en fait, il pourrait pas le check-outer puisque c'est moi qui l'ai, en fait. Et là, vous voyez, il y a des modifications qui ont été faites. Là, je vais tasser ma surbrillante juste pour qu'on le voit comme il faut. Mais il y a des changements qui ont été faits. Donc, dans le fond, on est sur le check-out et on est également, dans le fond, on est check-outé et on a fait une modification dessus.
Donc, finalement, on va en parler de cette change list-là qu'on n'arrête pas de passer à côté depuis tout à l'heure. En fait, une change list, c'est une liste de changements, comme le nom l'indique évidemment, qu'on fait au fichier sous contrôle de version. Si elle est bien organisée, elle va permettre de travailler sur différentes parties du projet sans oublier, dans le fond, de commettre, sans oublier de fichier lorsqu'on fait notre soumission. Lorsqu'on clique sur Submit, tout ce qui avait rapport avec un problème qu'on vient de régler, etc. Dans le fond, on va pouvoir tout mettre ces fichiers-là à la même place et là, les envoyer tout en même temps. Toutefois, étant donné que vous ne devriez pas être en train de travailler sur 8 dossiers en même temps, on vous encourage à faire une affaire à la fois. Donc, de soumettre les changements dès qu'ils sont validés et terminés. Ainsi, vous devriez toujours utiliser la change list par défaut. Si vous souhaitez travailler de cette façon-là, vous pouvez cocher la case Don't show this dialog again, always use default change list et sauter l'interface à chaque manipulation. Donc, c'est un clic de moins. Éventuellement, ça devient pesant là, de toujours faire OK à chaque fois que ça arrive. Dans le fond, ça c'est l'espèce de petite interface ici là, qu'on reçoit à chaque fois qu'il y a un changement qui est fait. Donc, par exemple, lorsqu'on veut ajouter un fichier, lorsqu'on veut faire un checkout, etc. Et vous voyez ici, ça c'est la checkbox en question qui dit Don't show this dialog again, always use default change list. Si vous cliquez ça et vous cliquez OK, ça devrait plus réapparaître par la suite. Mais là, ça veut dire que vous allez toujours utiliser la default change list. Donc, vous vous engagez d'une certaine façon à toujours travailler sur un problème à la fois. Pour votre information, toutefois, vous pouvez voir les change lists et les fichiers qui leur sont associés en cliquant sur l'onglet Pending dans la colonne de droite de l'interface de Perforce. Vous y verrez les différentes listes. Notons que lorsque vous cliquerez Submit, il y a une seule change list qui va être soumise à la fois. C'est donc possible d'avoir plusieurs interfaces de soumission une à la suite de l'autre si vous avez créé plusieurs change lists. Mais bon, donc dans le fond, ça devrait avoir l'air de ça ici. Là, on le voit pas parce que c'est un peu effacé. Mais dans le fond, ça c'est toutes mes change lists. En fait, c'est toutes les choses qu'il faudrait que je soumette au dépôt. Donc, des choses que j'ai changées, qui ont été sauvegardées, etc. Donc, par exemple, ici, j'ai des changements que j'ai faits. Donc, j'ai ajouté nouveau et j'ai fait des modifications à ça.doc X. Donc, dans le fond, c'est ma change list. Si j'avais plusieurs change lists, j'aurais un autre truc avec une espèce de triangle en dessous avec le nom de la change list, avec une description sur le côté. Lorsqu'on va soumettre, on va être obligé de toute façon de dire ce qu'on a fait à l'intérieur de cette change list-là. On va le voir justement à la prochaine diapositive. Donc, valider, choisir quoi soumettre, phase 1. Donc, la première chose qu'il faut faire avant, lorsque vous avez terminé vos modifications, c'est les valider. Avant de soumettre vos changements, récupérer la version la plus récente du projet et tester le jeu, évidemment, si c'est un jeu. Une fois que vous aurez validé que le projet est toujours fonctionnel, vous pouvez maintenant soumettre. En fait, pas valider encore. Donc, en fait, vous pouvez valider au sens où vous pouvez mettre votre validation et ensuite vous allez pouvoir soumettre. Donc, pour ce faire, sélectionnez un dossier que vous souhaitez soumettre au dépôt. On peut aussi soumettre un fichier seulement en sélectionnant un fichier directement. Et ensuite, cliquez sur Submit, soit dans le ruban ou en faisant un clic droit, puis en trouvant Submit dans le menu contextuel. Donc, en gros, ce que ça veut dire, ça, c'est que contrairement à Google Disk ou à Dropbox, vous avez l'occasion de choisir quand vous allez envoyer votre version sur le dépôt pour qu'il puisse être récupéré par tout le monde. La raison pour laquelle on fait ça, c'est pour s'assurer que si la version qu'on a n'est pas fonctionnelle, que ça casse pas dans le fond, le jeu de tout le monde. Ceci veut dire que si vous faites juste soumettre vos fichiers à qui mieux sans valider vos trucs, en fait, vous n'êtes pas mieux que ce qu'on aurait pu faire avec Google Drive. Vous êtes en train d'apprendre tout ça pour rien et vous travaillez tout croche. Parce que si vous brisez quelque chose, là, évidemment, tout le monde va vous en vouloir parce que vous avez soumis des trucs qui n'étaient pas... qui était pas fonctionnel. Ça ne veut pas dire que c'était peurant, ça ne veut pas dire qu'il faudrait que ce soit tout concentré sur une seule personne qui sait comment ça marche. Vous êtes pleinement capable de faire ces manipulations-là, ne vous en faites pas. C'est simplement qu'il faut le faire de façon intelligente et méthodique. Donc, on fait un changement, on s'assure que ça va pas casser le jeu, etc. Et ensuite, on soumet.
Donc, une fois qu'on va avoir cliqué sur Soumis ou Submit, en fait, on va avoir cette interface-ci qui va apparaître. Il n'y aura pas le carré orange alentour. Là. J'essaie juste d'attirer votre attention sur une certaine partie. Donc, le bout du haut qu'on va parler ici. Et ensuite, dans l'autre, dans le fond, diapositive qui suit, on va parler de l'interface dans le bas. Et là, vous voyez en rouge, c'est écrit « Write a change list description ». Donc, dans le fond, vous devez simplement mettre un commentaire là-dessus lorsque vous livrez des modifications. Dans le fond, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement écrire qu'est-ce que vous avez fait à l'intérieur. Essayez d'être précis et essayez d'être très descriptif. Perforce vous oblige à le faire et il y a toujours un comique à chaque année qui décide de mettre un nom de légume ou n'importe quel mot qui a pas nécessairement rapport là-dedans. Et ensuite, ça devient très compliqué d'utiliser cette information-là. Parce que la raison pour laquelle ce commentaire-là est pertinent, c'est que Perforce vous permet de revenir à des versions précédentes, de récupérer certaines versions de fichiers et même de fusionner certains documents ensemble. Sauf que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait un submit, il y a une nouvelle version qui est entrée dans cet historique-là. Donc, très rapidement, un fichier peut avoir plusieurs modifications. Alors, si on n'est pas capable de marquer qu'est-ce qu'on a fait directement et que c'est juste marqué poireau lorsqu'on ouvre l'historique d'un fichier dans Perforce, ben, on n'a aucune idée qu'est-ce qui s'est passé durant ce changement-là et on y va carrément à tâtons. C'est ce qui veut dire qu'une des grandes forces de Perforce, justement, qui est justement d'aller chercher des versions antérieures si jamais on a fait une erreur en enlevant quelque chose, en rajoutant quelque chose. Si on veut revenir à une version qui était plus stable avant, parce que finalement on pensait qu'on avait le temps de faire ça, mais on n'a pas le temps, ou bien on pensait que ce serait mieux de faire ça, mais finalement c'est pire. Donc on peut toujours revenir à des versions plus tôt. Sauf qu'il faut savoir à quelle version s'en prendre et évidemment plus les commentaires sont précis, plus c'est facile de retrouver la bonne version à ce moment-là. Ensuite, dans le fond, assurez-vous que la liste des fichiers à soumettre est bonne. Donc, vous regardez simplement dans l'autre carré qui est en dessous. Là, dans ce cas-ci, j'avais wow PPTX dans lequel j'avais fait un changement. Donc, j'ai un espèce de petit crochet rouge qui est apparu sur le côté pour me dire que c'est un changement et non pas une addition ou quelque chose dans le genre. Lorsque vous êtes sûr que ce sont les bons fichiers qui sont là, qui devraient inclure en fait tous les fichiers qui sont inclus dans les dossiers sur lesquels vous avez fait Submit. Si tout est correct, dans le fond, vous pouvez cliquer sur Soumettre ou Submit en anglais, qui est en bas de l'interface. À partir de maintenant, tous les membres de votre équipe qui récupéreront la version la plus récente vont obtenir votre fichier. Vous n'avez pas besoin d'avertir tout le monde d'où est-ce que c'est, etc. Ça va être au bon endroit, en fait, à l'intérieur du projet. Quelles sont les autres fonctions utiles de Perforce? Eh bien, en fait, c'est à la fois utile, mais aussi nécessaire. C'est-à-dire que vous avez lorsque vous voulez supprimer, renommer ou déplacer un fichier, entre autres, c'est très important de ne pas aller interagir avec le fichier directement dans votre dossier local, donc dans Windows Explorer. Si vous faites des changements qui sont là, Perforce perd le lien, en fait, d'où est-ce que les trucs sont rendus. Alors, à moins que vous soyez intégré avec un moteur de jeu, par exemple, ou un logiciel 3D, dans lequel souvent vous pouvez aller... en fait, vous avez des fonctions Perforce qui vont apparaître de façon directe. Ça, c'est correct, mais allez pas dans Windows Explorer, donc l'espèce de petit dossier jaune, là, donc les fichiers, les dossiers avec lesquels on est habitué d'interagir dans Windows directement, là où on store nos fichiers, on double-clique dessus, et là, ça ouvre dans le bon logiciel, etc. Là où vous avez mis votre dossier vide qu'on a utilisé pendant le workspace, si vous allez interagir là, Perforce perd le lien et ensuite ça devient très compliqué. Donc, si vous supprimez un fichier dans l'explorateur Windows, Perforce va essayer de le retrouver dans copie locale. Ça va foutre le bordel et même que ça se peut que si vous faites une mise à jour, donc un get latest, ça se peut qu'il aille le rechercher sur le dépôt pour le remettre. Donc, vous n'avez même pas rien supprimé, en fait. Ça, c'est le meilleur des cas. Sinon, il y a des bonnes chances que vous receviez un message d'erreur, que votre version devienne toute corrompue, bizarre et que vous ayez besoin de tout retélécharger. Dans le fond,
le projet, ce qui va vous faire perdre énormément de temps. Dans le fond, vous avez simplement à utiliser la fonction Mark for Delete. Vous avez juste à faire un clic droit sur le fichier contextuel et là, vous faites Mark for Delete. Vous allez vous ramasser ça va se ramasser dans une checklist, une change list, pardon. Et là, lorsque vous allez faire Submit la prochaine fois, ça va vous suggérer, voulez-vous vraiment retirer ce fichier-là. Vous faites juste soumettre sans l'enlever et tout va bien se passer. Même chose si vous renommez ou déplacez un fichier dans l'explorateur Windows, le bordel va pogner, Perforce sera plus capable de le retrouver dans le dépôt. Meilleur scénario, il va réapparaître à votre prochaine Get Latest. Pire scénario, vous allez avoir un message d'erreur, vous êtes obligé de tout recommencer, puis le bordel à poignet. Et vous allez perdre beaucoup de temps, etc. Alors que, en fait, vous avez juste une fonction qui s'appelle rename/move. Donc, vous trouvez le fichier, vous faites un clic droit dessus, vous trouvez rename/move, il y a l'interface que vous voyez en bas à droite qui va apparaître et ensuite vous pouvez lui donner un nouveau nom ou utiliser browse pour aller chercher un nouvel endroit et ensuite vous avez simplement cliqué submit et les changements vont se faire comme par magie. Si vous voulez annuler les modifications et consulter l'historique, donc là on arrête de penser à des meilleures pratiques et plutôt on y va vers les forces, les choses que la vie de tous les jours ne vous permet pas de faire. D'abord, il y a le bouton annuler ou revert probablement, donc ce qui nous permet d'annuler les modifications. Donc, comme on vous disait au début, lorsque vous avez une copie locale, elle vient avec, dans le fond, une espèce de note sur le numéro de version qui est dessus. Il y a toujours une version cachée, dans le fond, à l'intérieur de votre copie locale, qui est la version qui était là au début de votre... la dernière fois que vous avez fait Get Latest, dans le fond, il y a la copie que vous allez pouvoir modifier qui apparaît dans votre workspace, mais il y a aussi une espèce de version en arrière qui permet à Perforce de comparer les deux versions, savoir si elle est modifiée, mais surtout qui vous permet, si vous avez des modifications que vous avez faites, de faire revert. Et là, à ce moment-là, il va tout simplement venir rechercher la version originale que vous aviez téléchargée et vous la redonner. Donc, toutes les modifications que vous avez faites vont disparaître. Dans le fond, ça semble assez extrême, mais c'est particulièrement pratique. Lorsqu'on pensait qu'on allait faire quelque chose pour le mieux, finalement, ça a empiré la situation. On veut pas trop se faire, on veut pas tout enlever manuellement ce qu'on a fait. On veut juste retourner à la dernière version fonctionnelle de tout ça. Ça implique d'ailleurs que c'est une bonne pratique de soumettre les changements le plus souvent possible. Dès que vous avez fait un changement qui est stable, qui cassera pas tout, qui est pas juste à moitié fini, dans le fond, mettez-les en ligne sur le dépôt. Comme ça, la version que vous allez avoir est de plus en plus proche. Et si jamais vous avez besoin de retourner à plus qu'une version derrière, vous pouvez consulter l'historique. Donc, si vous avez déjà livré vos modifications, vous pouvez quand même revenir à une version antérieure. Vous avez juste à faire un clic droit sur le fichier ou le dossier que vous voulez remettre à une version précédente. Choisissez File History pour voir la liste des versions. Il va y avoir un onglet History qui va apparaître dans la colonne de droite. Si vous choisissez une version antérieure et que vous demandez à faire un Get Revision, dans le fond, à partir du menu contextuel qui apparaît en faisant un clic droit sur la version choisie dans Onglet, elle va apparaître dans votre arborescence et la copie est dans la copie locale, copie en français idéalement. Donc, vous pourrez alors l'ouvrir, récupérer certains bouts modifiés, même les copier, les enregistrer et enregistrer le fichier sur un autre nom pour ajouter au projet par la suite. Donc, dans le fond, vous pouvez pas directement dire OK, utilise celle-là. Mais il y a plusieurs options que vous allez pouvoir faire, interagir avec la vieille version, en fait, jusqu'à ce que vous ayez plus besoin de l'avoir et ensuite, vous pouvez simplement l'enlever de là. Et c'est ce qui va conclure, en fait, notre présentation sur Helix Core, donc sur Perforce.